Bonjour, je vous salue avec beaucoup de plaisir pour cette nouvelle réunion, ce nouveau débat du Club des décideurs de l'immobilier collectif. Alors je vous rappelle, parce que un peu de temps a passé depuis notre dernière réunion qui était présentielle, je vous rappelle que ce lieu de débat ouvert, neutre, a été créé à l'initiative d'un groupe bien connu dans l'univers immobilier, le groupe ISTA, et son président, Laurent Sirès. J'ai eu le plaisir de construire ce cercle de réflexion. Nous avons aujourd'hui une façon nouvelle de nous réunir. C'était la seule façon, Laurent va en parler dans une minute, de continuer à manier les idées dans une période où il faut peut-être le faire plus que jamais. Nous sommes tous des acteurs d'un secteur sur lequel le pays compte, sur lequel les décideurs comptent pour la relance, pour le redressement de l'économie. Les difficultés sanitaires du moment ne devaient pas nous empêcher de travailler. Alors bien sûr, voilà, on se voit de façon virtuelle. On sera privé à la fin de cette réunion du moment convivial qui nous était précieux. On pourra chacun avoir un moment apéritif, mais on ne sera pas ensemble. Je vous garantis néanmoins que le ton, la liberté de ton, la franchise qui a toujours prévalu à nos débats seront toujours là. Et je vous présenterai tout à l'heure plus complètement les débatteurs que nous avons choisis. Ils sont bien sûr des experts, mais ils ont aussi leur franc-parler. Notre casting s'est fait sur ce critère. Voilà. Nous avons fait le choix de parler de l'un des sujets de grande actualité, et je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai trahi, l'un des sujets auquel la relance, le redressement, le redémarrage de l'économie de notre pays, mais sans doute aussi la manière de sécuriser ces grands équilibres sociaux, un thème sur lequel on compte pour ces résultats-là, c'est le parc locatif, qu'il s'agisse du parc locatif public, social, HLM, on peut le nommer de différentes manières, ou du parc locatif privé. On sait aujourd'hui que c'est l'une des réponses fortes pour l'habitat de nos concitoyens, des ménages français, et un certain nombre de décisions, alors plus ou moins heureuses, satisfaisantes ou inquiétantes, ont été prises ou vont l'être. C'est de tout cela qu'on va débattre avec nos experts. Je vais d'abord demander voilà, à l'autre membre de la puissance invitante, je considère en faire partie, à Laurent Sirex, président directeur général du groupe ISTA, de bien vouloir nous dire un mot d'accueil et puis à sa manière de camper le paysage. Laurent? Est-ce que vous m'entendez? Ça y est, voilà. Allez, on t'entend. Il y a eu le petit silence comme ça solennel qui te pose. Exactement. Écoutez, merci tout d'abord. Merci. Et en tant que président d'ISTA, je suis particulièrement heureux de vous accueillir ce soir pour la sixième du club des décideurs de l'immobilier collectif. Alors, je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement nos invités et débatteurs, bien sûr de très très grand niveau. Madame la présidente de l'UNIS, Madame Danielle Dubrac, Monsieur le député des Pyrénées-Atlantiques, Monsieur Jean-Paul Mattei, également membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Monsieur le président de l'AFNAIM, cher Jean-Marc Torolion, Monsieur le président de la Chambre des propriétaires, Jean Pinsol, et enfin, Monsieur le président d'Abélis, cher Jean-François Buet, que nous avons l'habitude d'accueillir avec nous. En tout cas, très heureux de vous avoir ce soir, et je laisserai le soin, bien sûr, à Henri de parler de vous un peu plus en détail. Alors, effectivement, tu en as parlé, Henri, mais permettez-moi quand même de vous redonner quelques éléments ou quelques mots sur le club des décideurs de l'immobilier collectif que nous avons confondé ensemble, ISTA et l'IMSI, représentés par Henri et moi-même. Alors, ce club, il a démarré d'un constat simple. Le logement est un monde de passionnés qui n'ont pas forcément de lieu d'échange sur les préoccupations communes actuelles ou prospectives. Et puis, tu en as parlé, Henri, les enjeux que représente le logement sur le pays sont importants. Croissance économique, impact sur l'emploi, enjeux sociaux, politique locale, l'aménagement, la croissance verte. Et puis, l'actualité aujourd'hui, on sait très bien que finalement, la relance va être finalement aussi attachée à tout ce que l'on va faire sur la rénovation
énergétique. En tout cas, ce sont des enjeux qui sont extrêmement importants et c'est pour cette raison que nous avons créé ce club en fin 2017 qui a vocation à réunir des professionnels, des experts, des personnalités économiques et politiques de l'immobilier, plutôt collectif au sens large. Et l'idée, c'est de créer des opportunités de débat plutôt dans une démarche, on va dire, œcuménique. En tout cas, l'objectif du club est de mettre sur la table des sujets difficiles, de nous donner des éclairages, de les traiter en débat contradictoire, entre personnalités bienveillantes, bien entendu, référentes, dans une ambiance plutôt conviviale que je qualifierais d'esprit club. D'ailleurs, j'invite celles et ceux qui souhaiteraient intégrer le club d'en faire la demande. Vous pouvez nous retrouver sur le groupe LinkedIn Club des décideurs. Alors, tu l'as dit, Henri, tout à l'heure, face aux restrictions sanitaires, nous ne pouvons malheureusement pas nous retrouver à l'Automobile Club, qui est le lieu habituel, lieu mythique de nos rendez-vous. Mais néanmoins, finalement, grâce au digital, nous avons l'opportunité d'ouvrir nos débats plus largement. Et je remercie chaleureusement nos auditeurs, parmi lesquels les membres du Club des décideurs. Et comme tu l'as dit, et je partage parfaitement ton avis, voilà, il ne faut pas se laisser, il faut surtout continuer les débats, et particulièrement dans cette période, c'est extrêmement important. Voilà qui est dit. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet avec notre débat de ce soir. Plan de relance, projet de loi écologie, les bailleurs privés et publics sont-ils bien traités? Voici le sujet. C'est une première, puisque nous traitons ce soir, en fait, pour la première fois, un sujet commun, public-privé. Tu le rappelais, Henri, le secteur du logement collectif public et privé, c'est plus de 11 millions de logements. Donc, ça a un effet extrêmement important globalement sur la France. Et pour lancer le débat, je propose de donner quelques éléments de contexte et des questions qui pourraient d'ailleurs être reprises au cours de la soirée. On verra. Alors, commençons d'abord par peut-être le plan de relance. Et en fait, ce qui est concomitant, aujourd'hui, on a aussi finalement le projet de loi de finances 2021 qui est en cours. Sur le plan de relance, on le connaît, 100 milliards d'euros. On sait que 7,5 milliards sont consacrés au bâtiment. Et en particulier, on a le dispositif MaPrimeRénov' que le gouvernement a renforcé dernièrement. Il l'a porté à 2 milliards. Il l'a simplifié en l'ouvrant à tous les revenus et en facilitant aussi l'accès pour les copropriétés, notamment pour les travaux en partie commune. Finalement, peut-on dire que la profession a été entendue sur ce sujet? Autre point important, le soutien du marché locatif privé qui, on le sait, a besoin de construction neuve, va-t-il être soutenu par le prolongement annoncé du dispositif Pinel? On sait que cela soulève des inquiétudes parce que finalement la stabilité des dispositifs, elle est essentielle pour la confiance et pour pouvoir, en tout cas dans nos métiers, voir à long terme et continuer à se développer. D'ailleurs, je ne résiste pas à la petite parenthèse sur ce sujet. En tant que professionnel de la mesure, et j'ai l'honneur de présider le syndicat de la mesure, et nos membres savent à quel point il est important d'avoir finalement des lois qui ne bougent pas trop, puisque dans les 2 dernières années, notre loi sur l'individualisation des frais de chauffage a énormément bougé, et elle nous a finalement complètement freiné le déploiement. Maintenant qu'on a finalement une loi claire avec des échéances claires, eh bien on espère qu'on pourra tous ensemble être exemplaires et déployer cette mesure qui est efficace pour l'économie et aussi pour l'environnement. Voilà, je voulais faire cette petite parenthèse. Je pense que c'est aussi important finalement d'être exemplaire pour être écouté et on pourra peut-être en reparler. Autre point important, la nouvelle réforme des APL, calculée et versée en temps réel. Elle a été quand même c'est une belle évolution qui a été faite normalement. Alors, va-t-elle vraiment permettre, comme le dit le gouvernement, va-t-elle permettre d'avoir un effet protecteur pendant cette crise? Et puis, le pendant de la prime de rénovation dans le privé, les 500 millions d'euros de subventions pour la rénovation thermique des logements sociaux, vont-ils permettre finalement de développer et d'industrialiser la filière? Et puis, pour continuer sur l'activité qui concerne le logement social, lors de la récente conférence de l'USH le 15 septembre, nous avons tous bien sûr entendu parler du milliard d'euros que l'État va ponctionner a priori au niveau d'Action Logement. Ce nouveau prélèvement ainsi que la volonté affichée de l'État de revoir la gouvernance peuvent-ils remettre en danger le modèle économique d'Action Logement? Peut-être que Jean-François aura sans doute des choses à nous dire sur ce sujet. La ministre Emmanuelle Wargon a aussi, à l'occasion de cette conférence, elle a parlé aussi de la fameuse dette butoir
de janvier 2021 concernant le regroupement des bailleurs sociaux. Elle a affirmé que cette date serait maintenue. Voilà, quel va être l'impact finalement du maintien de cette date. Et puis pour terminer sur le sujet d'aujourd'hui, on a aussi bien entendu le grand sujet, la future loi issue de la Convention citoyenne pour le climat, qui devrait être présentée fin d'année, je crois, hein, et débattue au premier semestre 2021. Déjà, plusieurs mesures sont notamment des mesures fiscales, hein, ont été transposées dans le projet de loi de finances 2021. En tout cas, parmi les nombreuses propositions issues du débat de la Convention, plusieurs concernent évidemment le logement. Citons à titre d'exemple l'accélération de la rénovation des passoires énergétiques, ramenée à 2023 alors qu'initialement cette rénovation était prévue pour 2027. Faciliter par exemple la réquisition des logements et bureaux vacants, c'est aussi une des demandes. Voilà. Quel est votre avis sur ces mesures phares? Voilà. En tout cas, soyez certains qu'on va essayer ce soir au travers du club des décideurs d'apporter un éclairage pertinent sur ces enjeux. Voilà, nous sommes impatients d'avoir volumière sur ces sujets. Henri, je te repasse la parole pour ouvrir le débat. Merci beaucoup, Président. Je vais vous présenter un petit peu plus complètement que ne l'a fait, il les a annoncés, nos débatteurs d'aujourd'hui. Hein, Laurent les a tous cités et remerciés, je le fais à mon tour. Alors, je voudrais remercier, ils vont apparaître à l'écran, ils vont pouvoir dire un mot de courtoisie, vous allez voir leur visage. Jean-François Buet. Alors, c'est une figure connue, Laurent Sirex l'a dit, Jean-François a présidé il y a encore 2 ans et demi la Fédération nationale de l'immobilier. Ce n'est pas du tout à ce titre qu'il est avec nous, même si sa connaissance du parc locatif privé, il ne l'a pas oublié. Il est administrateur de biens dans le civil, mais il est traîne aujourd'hui avec nous et on l'en remercie beaucoup. Un nouveau mandat et de nouvelles responsabilités. Il préside Abélis, qui est l'entreprise sociale pour l'habitat. On disait à une époque, la SA d'HLM, hein, bourguignonne, qui est une filiale d'Action Logement. Voilà, alors à tous égards, il avait sa place avec nous. Il va nous parler du parc public, du parc HLM. Il va nous parler peut-être aussi de financement, de circuit de financement et Action Logement, peut-être malgré elle, est une contributrice au financement du plan de relance. Voilà, donc Jean-François, je t'accueille avec beaucoup de plaisir, avec un nouveau costume. Merci mon cher Henri. Bonjour à tous, je suis ravi de participer. Merci aussi à Laurent pour son propos et son invitation, et votre invitation commune. Et bonjour à tous, et merci encore. Je salue Daniel Dubrac. Alors, Daniel Dubrac est encore la nouvelle présidente de l'UNIS. Je ne sais pas combien de temps on reste nouveau, une nouvelle présidente. En tout état de cause, elle a pris ses fonctions il y a quelques semaines. Et ce débat est l'un des premiers qu'elle veut bien faire avec nous. Je l'en remercie. Elle est représentante de la profession des administrateurs de biens, des gestionnaires. Elle connaît aussi d'ailleurs le logement social. On pourra rappeler qu'elle est présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du département du 93. Elle est également vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Donc, à ce titre-là, elle connaît de manière très large le tissu économique et social, en particulier de l'Île-de-France. Merci beaucoup, Daniel, d'être avec nous. Merci de cette invitation. Je suis ravie de débattre avec vous et surtout par rapport au sujet qui nous intéresse et peut-être les incertitudes qui pèsent sur les nouveautés et puis quand même d'être content puisque avant les bailleurs privés étaient quand même des parents pauvres de la politique du logement. Bon, il y a eu des mesures un peu coercitives et maintenant on voit un peu, on peut se réjouir du plan de relance avec ce dont on va parler, je pense, tout à l'heure. Le temps est mis, déjà une satisfaction et c'est vrai, Laurent l'a dit aussi, des moyens très importants. On va s'y attarder avec le parlementaire qui participe à ce débat, mais des moyens très importants mis au service des 2 parcs locatifs. C'est quoi qu'il en soit indéniable. Je salue ensuite Jean Pinsol. Il est le président de la Chambre des propriétaires.
quand on dit propriétaire, c'est vrai qu'on pense beaucoup aux propriétaires bailleurs dans les rangs de la Chambre des propriétaires, et c'est à ce titre qu'il nous a rejoint. Bonjour Jean. Bonjour Henri. Alors, pas que les propriétaires, ça peut être aussi les propriétaires de leur résidence principale. Donc, ce sont tous les propriétaires, Oui, copropriétaires, bien sûr. propriétaires bailleurs et résidences principales. En tout cas, je vous remercie d'être Alors, parmi dans ce débat, voilà, ce que je veux dire, c'est que dans ce débat, c'est beaucoup au titre de la représentation des investisseurs, des bailleurs que tu seras avec nous, mais aussi de la copropriété. Très clairement, les deux champs sont imbriqués. Et quand on parle d'immobilier collectif, c'est dans le titre de notre club, on parle des copropriétés et de la partie locative ce soir des copropriétés. Je salue Jean-Marc Torolion à la suite de Jean Pinsol. Il est le président de la Fédération nationale de l'immobilier. Alors, il n'est pas administrateur de biens, il est régisseur parce que son entreprise est assise à Grenoble et que dans cette région-là, on n'appelle pas de la même manière cette activité. C'est d'ailleurs cette région, je sais qu'il est fier qu'on le rappelle, qui a inventé l'administration de biens en quelque sorte. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Henri et bonsoir à tout le monde. Enchanté d'être des vôtres. Voilà, d'ailleurs, pour ceux qui oublieraient qu'il est le président de la FNAIM, il y a des cubes jaunes partout autour de lui. Donc, quand on le verra apparaître, on ne pourra pas se tromper. Bon, et je le salue en dernier parce que c'est lui à qui je vais demander de tendre la toile de fond. Il sera légitime à le faire. Le parlementaire qui a accepté de venir débattre avec nous, nous éclairer et sans doute aussi nous écouter. Pour bien le connaître, je sais qu'il est toujours curieux de ce que la société civile et professionnelle peuvent lui dire, les réactions qu'ils peuvent avoir. Il va devoir contribuer à la décision, notamment aux décisions budgétaires. On l'a dit, il est député, membre de la Commission des finances, c'est Jean-Paul Mattei. Alors, il est député des Pyrénées-Atlantiques. Bon, j'ai du mal à cacher mon attachement à ce département. Laurent Sirex, d'ailleurs, pourrait surenchérir, mais ça n'aurait pas suffi à l'inviter. Il est clairement l'un des très bons connaisseurs de la politique du logement. À titre professionnel, il est notaire. Ça compte évidemment dans l'expertise qu'il a sur ces sujets-là. Il a été maire. Il est membre de la commission des finances, on l'a dit, mais aussi vice-président du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Et on va parler d'efficacité des politiques publiques aujourd'hui. On l'a dit, beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Est-ce que ce sera efficace? Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce qu'on atteindra les résultats, notamment pour la rénovation énergétique? Et j'ajoute, il n'est pas avec nous ce soir à ce titre-là, mais encore une fois, on est dans la compétence immobilière et qu'il est le président du Conseil de l'immobilier de l'État. Ça veut dire qu'il est à la tête d'un organisme qui conseille l'État pour la gestion de son patrimoine, qui est le nôtre. Bref, son expertise immobilière ne fait pas de doute. Alors, Jean-Paul Mattei, je le dis aussi, devra nous quitter avant 18h. Mais on va avoir le temps de l'écouter une première fois. Pour nous présenter, je crois que c'est la première chose à faire, les grands enjeux. Alors, les grands enjeux, ils sont notamment budgétaires et il va s'en occuper au sein de la commission des finances qui travaille sur le projet de loi de finances pour 2021. Beaucoup de moyens budgétaires ont été mis. On se rappelle la phrase de Bruno Le Maire, quand on compte les morts, on ne compte pas les milliards. Et c'est vrai que le choix est fait, encore dans ce projet de loi, de mettre beaucoup de carburant pour que la machine économique reparte et aussi pour que les équilibres sociaux soient protégés. Alors, cher Jean-Paul, peut-être un rappel des mesures qui nous concernent du plan de relance. Elle porte sur le logement privé, elle porte aussi sur le logement public. Et une anticipation aussi sur un deuxième grand texte que nous avons cité dans notre titre, Laurent l'a évoqué, ça va être la transposition des attentes de la Convention citoyenne pour le climat dans ce que sera le projet de loi de Barbara Pompili. On a appris hier d'ailleurs qu'il y avait un petit retard. Je corrige un petit peu ce qu'a dit Laurent. C'était vrai, on devait avoir, je crois, ce projet de loi avant la fin de l'année. Il risque de n'être présenté au Parlement qu'au début de l'année 2021. Bon, ça ne change pas grand-chose, mais ça va être un grand texte dans lequel de nombreuses mesures vont
également impacter le logement collectif privé ou public. Voilà, donc 2 grands textes, plan de relance, hein, France Relance, hein, on lui a donné un nom, un joli nom, et puis derrière un futur projet de loi de Barbara Pompili qui va également nous impacter. Jean-Paul, à vous. Merci Henri. Écoutez, je suis très impressionné d'être parmi vous avec autant de compétences. Plus j'avance dans ma fonction de député, plus j'ai l'impression de devenir un super généraliste et de parfois survoler, parce qu'on sort, hier soir, on était en commission des finances et on a terminé d'étudier le texte, la première partie du texte. Hein. C'est plutôt la deuxième partie qui sera concernée par le plan de relance, bien qu'il y ait quelques mesures qui concernent l'immobilier qu'on a évoqué assez longuement en commission hier. J'en dirai 2 mots si vous le souhaitez. Alors, effectivement, je voulais préalablement dire 2 mots sur l'immobilier de l'État et notamment sur ce plan de relance qui concerne l'immobilier d'État, va représenter à peu près 4 milliards d'euros pour la rénovation des bâtiments publics, hein, dont 300 millions concernent les collectivités territoriales. Il va y avoir vraiment une action au niveau des collectivités territoriales. Ces chantiers sont pilotés par la direction immobilière de l'État. Et il y a 2 types d'appels à projets. On a d'abord ceux qui concernent les bâtiments de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui représentent et qui sont à la main soit du gouvernement en fonction de la hauteur des projets, soit à la main des missions régionales, donc qui sont chargées, enfin le ministère de la Recherche et qui sont chargés d'étudier ces plans. Puis on a un deuxième plan qui concerne les autres bâtiments de l'État. Et on a des projets inférieurs à 5 millions d'euros, 8 millions d'euros en ce qui concerne l'Île-de-France, et qui sont instruits par les missions régionales de la politique immobilière de l'État et qui vont concerner plusieurs services. Ce qu'on peut dire dans ces projets, moi, ce qui déjà m'interpelle un peu, c'est les dates fixées pour ces projets. Je vous rappelle que c'est demain, le 9 octobre, qu'il y aura une liste de premiers qui sera établie avec donc faire remonter tous ces projets. Et je dois vous dire, et je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai même dit en commission, je ne voudrais pas qu'on loupe cette phase en allant trop vite et en n'ayant pas des projets bien dimensionnés vu l'enjeu. On parle pas mal de contreparties dans ce plan de relance d'une manière générale. Pour moi, les contreparties essentielles, ce seront la qualité de ce qu'on va faire avec ces milliards. Pour moi, c'est excessivement important. Donc, sur tout ce qui est bâtiment public, on sent beaucoup d'effervescence, mais je comprends bien la commande de Bruno Le Maire qui est de dire qu'il faut faire travailler les entreprises du secteur. Je ne suis pas convaincu que tous les carnets de commandes soient vides dans ces entreprises, donc on va peut-être avoir un embouteillage et des interrogations sur la capacité de répondre à la demande. Et puis, je ne voudrais pas qu'il y ait des projets bâclés parce qu'ils sont trop faits rapidement. Alors, encore ce matin, j'ai interrogé les responsables d'immobilier du ministère du Budget qui me disaient que il y avait quand même des projets qui ne pouvaient pas être forcément financés avant, qui là, du coup, seraient financés. Je vous rappelle aussi qu'il y a un programme 348 en matière de rénovation des cités administratives, qui est un projet qui était déjà dans les tuyaux et qui va être accompagné et qui est un projet à côté. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi concernant, et vous l'évoquiez tout à l'heure, les dispositifs plus concernant le parc immobilier. Strictement réservé donc aux ménages modestes, c'était ce qu'on appelle la fameuse prime MaPrimeRénov' et l'octroi des aides. Et effectivement, on constate que c'est quelque chose qui a assez bien marché, qui était bien encadré, mais qui ne s'adressait pas à l'ensemble, je dirais, des propriétaires avec quelques contraintes. Et ce que vous avez dit, je crois que c'est Jean-François et Henri, ou plutôt Laurent, vous avez fixé le cas. On a 2 milliards qui sont supplémentaires qui sont mis sur ce secteur. Et avec l'élargissement des conditions de la prime Rénov' qui va s'adresser à tout un tas de catégories de personnes. Alors,
pour tout vous dire, avant de me connecter, j'ai été faire des tentatives de prime rénov et j'ai été voir la bourse des questions. Et c'est vrai que j'ai des idées d'amendements. J'ai des idées d'amendements qui sont toutes devenues parce qu'il faut être pleinement propriétaire. J'ai vu, ça ne marche pas pour les sociétés civiles. Alors, je sais peut-être que vous avez des éléments. Ça ne marche pas en matière de démembrement de propriété. Donc, peut-être que je vais nourrir ma réflexion sur des amendements futurs en disant il y a peut-être des choses à améliorer. Donc, ça ne marche pas non plus pour les commerces, je le précise. Alors, on peut dire, ben oui, un commerce, ce n'est pas un logement. Mais dans les immeubles en copropriété, on va aussi quand même avoir une distorsion. Je souligne ça. Donc, on voit qu'il y a quelques imperfections et on va peut-être vous éclairer au-delà de ce que vous avez remarqué. D'accord. Écoutez, c'est très bien. Comme ça me permettra je dirais, d'être actif et d'essayer de faire des propositions d'amélioration des textes, même si je dois dire que ce n'est pas toujours facile d'apporter sa pierre en tant que parlementaire et de faire passer des amendements. Ce n'est pas chose facile quand on a des projets qui sont assez bien ficelés, parfois un peu trop ficelés à mon goût, et qui ne laissent pas assez peu de place au législateur que je suis pour essayer d'innover. Alors donc, ce plan de relance va accélérer, bien évidemment, je dirais, cette rénovation, et je crois qu'il a voulu simplifier les aides au service des ménages, des collectivités et des entreprises qui réalisent les travaux. En ce qui concerne les particuliers, les services publics d'information et de conseils neutres et gratuits pour les guider dans les travaux, donc c'est ce qu'on appelle les espaces FAIR, donc tout ça c'est des choses que vous devez mieux connaître que moi. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on essaie d'élargir le panel des professionnels capables d'intervenir sur ce type de travaux, notamment ce qu'on appelle le label reconnu garant de l'environnement. Donc ça, on va faciliter la possibilité pour les artisans je dirais, d'intervenir par rapport à ça. Donc, je dirais que on va dans le bon sens, on veut faciliter, et je crois que tout ça, c'est effectivement, c'est le moment je dirais, de se saisir de cette opportunité. Au-delà alors, est-ce que ça va assez loin? Je fais une parenthèse. Je l'ai dit d'ailleurs hier en commission, je pense que l'immobilier est assez maltraité par la fiscalité depuis pas mal d'années. J'en veux pour preuve le régime des revenus fonciers, qui sont relativement compliqués, et le fameux IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Je dois vous dire que je suis porteur de 2 amendements. Un, qui a d'ailleurs été discuté pas mal hier en commission des finances, sur le fait d'exclure de l'IFI tout bien loué à plus d'1 an, parce que je considère que c'est un élément économique. Alors ça interpelle, hein, mais c'est pour moi un investissement dans l'économie, hein, puisque… Donc ce n'est pas une rente, pour vous, ce n'est pas une rente, monsieur le député? Non, il y a longtemps que je pense que ce n'est pas une rente. C'est un point de divergence avec le président Macron que vous avez là. Hein. Oui, mais je l'ai dit depuis le départ, je considère que l'immobilier est un élément, est un agent économique. J'ai même dit hier, ce qu'on dit souvent, ce ne sont pas des emplois délocalisables, c'est l'aménagement du territoire, tout ça, c'est excessivement important. Également, moi, il me semble qu'il faut qu'on réfléchisse à un statut de l'investisseur immobilier, sans passer par la création de sociétés, à l'IS et autres, on pourrait réfléchir. Pour ça que j'ai déposé également un amendement sur la flat tax, sur les revenus fonciers, sur option. On pourrait très bien imaginer que certains investisseurs soient soumis à la flat tax, comme quand on est titulaire de titres dans des sociétés. J'ai également dans les tuyaux la réforme des plus-values immobilières, mais ça, c'est autre chose. Ça peut faire grincer un peu plus dedans. Mais là aussi, je pense que le problème de la rétention foncière vient aussi des problèmes je dirais, de fiscalité, notamment d'exonération d'impôts au bout d'un certain nombre d'années. Et on constate, surtout dans le milieu rural, beaucoup de rétention foncière à cause de ça. Je continue, avant de vous parler 2 minutes du Pinel. On a également dans ces mesures tout un volet de rénovation énergétique pour les TPE-PME, bon, qui ne vous concerne pas forcément, mais là aussi, on essaie de rendre plus fluide le parc immobilier. Par exemple, il y a un texte qui permet de faire des opérations de leaseback et autres pour les entreprises, pour leur donner la trésorerie. Tout ça, on traite l'immobilier comme une valeur qui est tout à fait dans l'économie et qui est un élément, je dirais, ça qui est intéressant, qui est un élément de développement.
Et je trouve ce qui est intéressant dans le plan de relance, c'est qu'on remet un peu en exergue la fonction de l'immobilier, on ne considère pas que c'est un accessoire. Et quand j'avais eu le débat sur effectivement est-ce que c'est une rente ou pas, je disais lors d'une audition ou d'une commission que les startups, il fallait bien les loger quelque part, hein, dans l'immobilier aussi. Donc on parle beaucoup de startups, mais je pense que là aussi, je dirais, c'est particulièrement intéressant. Sur le Pinel, alors le Pinel, c'est un vieux débat. J'ai moi-même déposé un amendement visant à prolonger le régime du Pinel jusqu'en 2023, puisque on avait une échéance du 31 décembre 2021. Je ne dis pas qu'on va y arriver, mais ça me semble important. C'est souligné par tous les professionnels, les programmes qui ont été ralentis, qui ont été bloqués. Il y a une certaine logique, mais il faudra quand même s'interroger sur ce Pinel entre secteur tendu et non tendu. Est-ce que c'est un projet? Je ne dis pas que c'est vieux comme le monde, mais c'est depuis Méhaignerie, depuis Quilles, tous les dispositifs de favoriser, c'est des choses qu'on a bien connues. Et je pense qu'effectivement, c'est un bon outil. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Encore une fois, moi, je préférais d'autres outils, comme la flat tax, comme la sortie de l'IFI, me semblerait peut-être plus pertinent pour réorienter l'épargne dans l'investissement immobilier. Le gouvernement souhaite, semble-t-il, attendre le retour d'analyse sur le Pinel, puisqu'il y a un travail qui est fait sur l'intérêt du Pinel. Et je pense qu'on aura certainement une position beaucoup plus claire, voire par rapport à ces outils. Mais il me semble qu'il y a un petit changement de vision par rapport à ce que peut représenter l'immobilier. J'ai l'impression que ça change un petit peu au niveau mentalité. Deux mots pour terminer sur la loi Pompili et des propositions compte tenu de la Convention citoyenne pour le climat. Alors, je suis un peu gêné en tant que parlementaire de parler de la Convention citoyenne pour le climat parce que j'assume de ne pas être un fan. Ce sont des concurrents, non? Ouais, écoutez, c'est des concurrents, mais quand vous êtes passé par l'exercice de l'élection et du suffrage universel, il me semble que c'est différent que l'exercice du tirage au sort. Voilà. Donc, sur la légitimité, d'ailleurs, hier, on a eu, je dirais, des moments un peu d'exaspération par rapport à la Convention citoyenne. Moi, je suis un législateur, j'ai été élu. Il me semble que si on doit laisser, mais avec des gens très bien, mais vous remarquerez d'ailleurs qu'à partir du moment où ils ont fait des propositions, ils sont devenus politiques et donc sous le feu des critiques. Donc, mais bon, sur la loi Pompili, je pense qu'on est trop en amont pour savoir exactement comment ce texte va se définir. Je sais qu'il y a des réunions de concertation donc, entre la Convention citoyenne et les acteurs du secteur, se sont tenues mi-septembre. Je ne sais pas si vous avez été associés. Elles ont émis des recommandations qui soulèvent notamment les difficultés juridiques et financières des propositions citoyennes, mais qui n'indiquent pas quelle sera exactement leur transposition. Une concertation de ces recommandations avec les parlementaires est prévue à l'automne. Nous n'avons pas plus de précision ni de calendrier. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations. Et comme vous le disiez tout à l'heure, le projet de loi sera présenté au Conseil des ministres pour un examen début 2021. Donc, il y a pas mal d'embouteillages dans le calendrier parlementaire, mais le gouvernement a quand même indiqué que ce texte intégrera des mesures incitant à une accélération des rénovations des logements, qui me semble essentiel. Après, il y a deux volets que je voudrais évoquer. C'est le problème de l'artificialisation des sols, de la volonté de concentration également des constructions. Il y a tout un tas de mesures incitatives qui pour la concentration. D'ailleurs, on a fait adopter un amendement qui prolonge le régime fiscal de faveur pour les surélévations qui a été adopté en commission, qui permet une surélévation. Bon, ça reste peut-être un peu théorique, je veux dire, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est sur la concentration d'habitants. Mais j'y mettrai un bémol avec ce qu'on est en train de vivre
avec la crise sanitaire, sur la concentration justement, sur la métropolisation. Est-ce que nous sommes toujours dans les clous par rapport à tout ça? Puisque même dans la rénovation, et là c'est une ligne de travail que j'ai demandé au Conseil immobilier de l'État, c'est de réfléchir sur la construction, sur l'aménagement en fonction de la crise du Covid. Est-ce qu'on doit avoir les mêmes réflexions? Et est-ce que des grandes tours avec des habitations concentrées et autres, ça sera également moderne ou pas? Demain, je pense qu'il faut qu'on ait cette réflexion. Juste pour terminer, le plan de relance, ces milliards qui sont mis sur la table, j'insiste, pour moi, la contrepartie, il faut que ça soit vraiment des investissements à long terme. À long terme, c'est pour moi l'essentiel de la compensation. Et il faut qu'on réfléchisse bien donc sur l'utilité sur le temps long et sur les économies futures, le mieux-être des personnes, mais sur l'économie future qu'on pourra faire grâce à ces investissements. Voilà, messieurs et dames. Merci, monsieur le député. Exposé très, très complet, c'est parfait parce que, comme je l'ai dit, on va pouvoir s'inscrire dans ce que vous avez dit, y réagir, vous éclairer. Vous êtes en plein travail parlementaire pour d'abord la future loi de finances pour 2021 et ensuite, un petit peu plus tard, vous l'avez dit, ça laisse le temps aussi de l'influence auprès des parlementaires, ça laisse le temps de vous éclairer, disons 3 mois avant que le projet de loi de Barbara Pompili ne traduise les attentes de la Convention citoyenne pour le climat. On se rappellera que c'était 146 mesures qui avaient été retenues par le président de la République. Il n'en avait écarté que 3, et c'est 146. Barbara Pompili a redit il y a quelques heures qu'il n'était pas question de les enterrer, mais peut-être de faire un échéancier, une chronologie différente, en prenant en considération la crise, typiquement le secteur de l'aéronautique. Est-ce que c'est le moment de le taxer? Voilà. Bon, et on pourra peut-être en reparler pour le logement avec nos invités. Est-ce que les échéances qui ont été rapprochées à la demande de la Convention citoyenne ne sont pas dissuasives ou excessives? On verra avec Jean Pinsol en particulier ce qu'il en est. Allez, je vais faire réagir tout de suite. On va parler du parc privé d'abord. Allez, il faut commencer par l'un de ces grands parcs. On commence par le plus important. C'est un peu moins de 7 millions de logements, ce parc privé locatif, largement en copropriété dans nos villes importantes, moyennes ou dans nos petites villes. Quoi qu'il en soit, un enjeu de massification, c'est le terme. Jean-Paul Maty ne l'a pas prononcé, mais il l'a illustré. Beaucoup d'argent, c'était pour massifier, pour que très largement le parc soit remis aux normes. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que les critères que Jean-Paul Maty a rappelés, qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus extensifs, tous finalement vont avoir droit à cette aide MaPrimeRénov' avec des différences de puissance? Qu'est-ce qu'il en est? Le député a évoqué la fiscalité, très important. Il n'y a rien à ce jour dans le projet de loi de finances, ou presque, mais est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un certain nombre de choses qui accompagneraient aussi la rénovation? Voilà, aux questions de Laurent, d'autres encore sont venus s'ajouter avec l'intervention du député. Allez, Jean-Marc Torolion et Daniel Dubrac ensuite. Je vais vous poser les mêmes questions. Alors, là où vous avez un consensus total, vous ne vous répéterez pas. Vous pouvez aussi avoir des différentes appréciations. Vous avez forcément des points communs. J'ai lu très récemment que vous aviez pris un engagement commun, Fly Munis, avec aussi l'association des majors de la gestion, Pluriance, de rénover un certain nombre de copropriétés dans les 3 ans à venir. Donc j'ai l'impression que vous avez envie d'utiliser cet argent public de manière puissante. J'ai vu des réactions de la communauté immobilière plutôt favorables, mais j'ai vu aussi des nuances. Jean-Marc, l'avis de la Fédération nationale de l'immobilier sur ce plan de relance et peut-être aussi les craintes par anticipation sur la future loi Pompili. Sur le plan de relance, globalement, on a tout lieu d'être satisfait. Très rapidement, le caractère universel de MaPrimeRénov' nous intéresse, bien évidemment. Le fait que MaPrimeRénov' soit accessible aux bailleurs, même, c'est naturellement quelque chose d'intéressant, mais j'y reviendrai sur le plan de la fiscalité. Et puis enfin, MaPrimeRénov' pour la copropriété, en traitant le sujet de la copropriété, non pas l'individualité des copropriétaires. C'est une excellente mesure. Le plafond de travaux est à 15 000 €. On attend de connaître l'assiette. 25% de ces 15 000 €, c'est important, auxquels s'ajouteront
une aide pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, et ce point-là est aussi fondamental, et puis une aide également lorsqu'on sort des F ou G ou lorsqu'on atteint une performance du A. Donc c'est conséquent et c'est cumulable, ne l'oublions pas, avec les certificats d'économie d'énergie. Et c'est tout l'intérêt de la formule au fond. Et c'est là que le levier devient puissant. C'est ce qui fait aussi que les professionnels se sont engagés. Pourquoi? Parce que nous avons voulu marquer aussi une forme de temporalité. Et je rejoins ce que disait monsieur le député Mattei, c'est-à-dire qu'on s'inscrit, nous, dans des travaux qui doivent être de qualité et qui sont faits pour durer. Et la temporalité de la mise en œuvre d'une décision en copropriété, elle ne colle pas forcément avec le plan de relance de 2 ans. Donc nous prenons l'engagement d'initier véritablement des engagements des copropriétés vers une rénovation énergétique, mais il y a forcément du temps pour prendre ces décisions, elles doivent être travaillées. Un point malgré tout important qui concerne les instruments de la mesure, et je me tourne là vers le député. Attention parce que en parallèle de ce plan de relance, il y a tout un travail qui est fait sur le diagnostic de performance énergétique et l'audit énergétique. Je ne veux pas être trop technique, mais la réforme est en cours et en fait, on ne sait pas à quelle sauce, si je puis dire, on va être jugé dans la performance et le classement. Or, il ne faudrait pas qu'on attende cette réforme qui, semble-t-il, se décalerait au 1er janvier 2022, ce qui serait très fâcheux. Il faut accélérer cette réforme du diagnostic de performance énergétique pour que nos concitoyens soient avec des instruments de mesure compréhensibles et qu'ils aient confiance. Le mot confiance est très important dans la rénovation énergétique et j'y reviendrai pour la convention concernant les citoyennes et le climat. Jean-Marc, juste pour éclairer, je crois qu'on a que des professionnels ou des spécialistes avec nous, y compris parmi les participants. Mais pour être clair, ce DPE devait voir sa méthode de calcul radicalement modifiée pour le 1er janvier 2021, voilà. 2021 à l'origine, et il devait également devenir opposable, comme on dit, hein, ce qui est un franchissement important. Et c'est une réforme fondamentale, ce caractère opposable, parce que contrairement peut-être à ce qu'on peut en penser, c'est comme quand le vendeur doit une garantie décennale sur les travaux qu'il a fait. Au fond, c'est bien le vendeur qui va s'engager, tant vis-à-vis de son acquéreur ou vis-à-vis de son bailleur. Ce n'est pas anodin en termes, j'allais dire, d'intégration psychologique même auprès de nos concitoyens. Mais attention, parce que du coup, derrière ce DPE se cachent des obligations, des droits de faire ou de ne pas faire dans le futur. Derrière ce DPE se cache également le droit d'avoir tel ou tel type de subvention ou pas. Et lorsque l'on embarque une copropriété sur un cahier des charges, il faudrait qu'on connaisse à l'avance où on l'embarque. Et donc, il y a une notion aussi de DPE projeté qu'on connaît dans le prêt à taux zéro suite à une réforme et qu'il faudrait également mettre en place pour nos travaux. Fiscalité. Je reviens sur les bailleurs. Nous poussons, nous, vraiment, 2 choses qui nous paraissent fondamentales. La première, c'est qu'on oublie que les locaux commerciaux et les locaux professionnels, lorsque vous avez des revenus fonciers, et je m'adresse aux professionnels de l'immobilier qui est également M. Mattei, c'est que lorsqu'on touche des revenus fonciers de ces locaux-là, on n'a pas le droit de déduire de ces revenus fonciers les travaux d'amélioration. Fiscalement, les travaux de la rénovation énergétique sont des travaux d'amélioration. Les travaux de rénovation énergétique sont des travaux d'amélioration, ils ne sont donc pas déductibles. Il y a 2 exceptions qui ont été créées, l'amiante et l'accessibilité. Nous poussons un amendement pour que la 3e exception soit créée, fût-elle temporaire, pour accompagner son mouvement, parce qu'on sait très bien qu'au pied de nos immeubles, nous avons beaucoup de cellules commerciales et elles comptent en millièmes. Elles comptent beaucoup en millièmes. Je m'adresse aux spécialistes du règlement de copropriété. Elles comptent beaucoup en millièmes. Et la 2e mesure que nous poussons, c'est que, au-delà du plan de relance, et on sait que les bailleurs, c'est fondamental dans la prise de décision, et monsieur le député soulignait la fiscalité pas toujours juste pour les propriétaires bailleurs, nous poussons le doublement du déficit imputable sur le revenu, à condition toutefois qu'il soit constitué à hauteur de 40% de travaux éligibles à ma prime rénov'. Et au fond, ce ne serait que justice par rapport à un plafond qui a été fixé en 1995 et qui n'a jamais été réévalué depuis. Et donc, ces mesures-là, qui ont vocation à durer au-delà même du plan de relance, seraient un effet puissant, de mon point de vue, de la prise de décision de la part des bailleurs et surtout un effet de justice pour les propriétaires de cellules commerciales.
Et je finis, pour ne pas prendre trop de temps naturellement, sur les mesures de la Convention citoyenne pour le climat. J'ai participé à une mesure de concertation. Alors, c'est des mesures de concertation quand même à la Macron, quoi. Ça dure 3 heures, on parle 2 minutes. Il y a intérêt à ce qu'on soit bon pendant 2 minutes pour faire passer le maximum d'idées. Moi, j'invite à beaucoup de prudence. Nous avons eu les gilets jaunes, ne fabriquons pas demain les gilets verts en sanctionnant comme ça brutalement des citoyens qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. La sanction financière, l'interdiction de vendre, l'interdiction de louer, sur des performances en plus qui seraient des performances qui sont inaccessibles, je crois qu'il faut savoir raison garder et plutôt accompagner. Moi, je souhaite qu'on parle de la rénovation énergétique d'une façon positive et non pas d'une façon punitive. Je sais que c'est dit dans bien des milieux, mais c'est une réalité. Et je pense que la massification, elle n'est incompatible avec la sanction à court terme, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire massification. Ma prime rénov', ça a été 100 000 dossiers, mais la massification, c'est des millions de logements qui sont concernés. Et donc, on n'embarque pas des millions de logements comme ça, rapidement, et j'allais dire à coup d'oukase. Donc, je suis tout à fait d'accord avec monsieur le député, même si à Athènes, la démocratie consistait à tirer au sort le citoyen qui allait voter, je considère que le système aristocratique que nous avons, Aristote au sens les meilleurs, me semble bien mieux, et moi je m'en remets plutôt à la sagesse de l'Assemblée nationale de ce point de vue-là. Merci beaucoup, Jean-Marc. Je te relance quand même 10 secondes sur le Pinel. Tu as évoqué la fiscalité de droit commun pour les logements existants, le déficit foncier, hein, ce fameux régime qui est très stable, un peu trop à ton goût. S'agissant du Pinel, le député nous disait son souhait de donner de la visibilité aux investisseurs locatifs et aux promoteurs aussi, en allant jusqu'en 2023. On a entendu Emmanuel Vargon parler normalement d'une année de plus, ça ferait 2022. Bon, il va y avoir un débat. On a parlé d'amélioration. La ministre a dit on va améliorer le Pinel. Alors, je ne sais pas si c'est amélioré à la manière de Bercy, ce ne sera peut-être pas une amélioration. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait selon toi? Parce que nous avons participé, d'ailleurs au même titre que l'UNIS, à des réunions de concertation sur l'amélioration du PTZ et l'amélioration du Pinel. Et quand c'est Bercy qui organise, l'amélioration est souvent synonyme de, plutôt, j'allais dire, de recentrage, quoi. Voilà. Alors, sur le Pinel, moi, je crois qu'il y a une urgence par rapport au neuf aujourd'hui qui sort à la fois du Covid, de cette crise sanitaire avec des élections et ces propos anxiogènes sur l'artificialisation. Il y a quand même là des choses qui vont devoir être traitées. Donc, je pense qu'il y a une visibilité à avoir. Et il faut le prolonger. Le Pinel, il y a une étude très intéressante de l'ANIL qui considère d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'effet inflationniste sur les loyers grâce au Pinel. Il vient de sortir. Oui, et qu'il y a eu un effet de réétalonnage, si je puis dire, dans le bon sens du terme, en fait, de la chaîne locative entre existant et neuf. Ceci étant, et je suis très heureux d'avoir entendu, et Jean-François sans doute aussi, parce qu'il a porté le statut du bailleur privé quand il était président de la FNAIM. Nous continuons à porter avec l'UNIS ce statut du bailleur privé en tant que, très justement, producteur de services du logement. Il n'y a peut-être pas de fatalité à ce que l'immobilier soit constamment sur la perfusion de l'État, mais il y a quand même à repenser la fiscalité globale des revenus fonciers, et peut-être que cette différence entre neuf et ancien, il faut la repenser. Dernier point, et je finis par là, le zonage est un problème. Je crois que tout le monde s'accorde à dire qu'aujourd'hui, le zonage a des effets négatifs parce qu'il cantonne les territoires à ce qu'ils sont et il empêche en fait véritablement le rééquilibrage des territoires. Ce gouvernement a essayé, hein, le Denormandie dans l'ancien, les ORT, tout ça participe d'un rééquilibrage des territoires, mais je crois qu'il faut aussi repenser cette notion de zonage. Merci beaucoup, Daniel. Alors, je redis que ce sur quoi tu es en parfait accord avec ton homologue de la FNAIM, on ne va pas y insister. Je voudrais que tu précises, on est passé un peu vite sur cet engagement que vous avez pris en commun de rénover ou d'inciter les copropriétaires à rénover. Il y a une petite nuance, ce n'est pas vous qui allez décider, mais vous allez être très engagés. Combien de copropriétés, sur quelle durée? Il me semble voir que vous avez posé des conditions. Alors, moi, j'ai vu dans un communiqué de presse que vous avez fait,
des petites lignes, comme dans certains contrats, hein, avec on s'engage, mais il me semble que vous avez posé 3 conditions pour que vraiment vous puissiez atteindre ces objectifs. Est-ce que tu peux nous préciser ça? Et puis tout autre sujet, évidemment, que tu voudrais reprendre. Alors peut-être avant de parler de ce plan de relance et effectivement de la lettre que nous avons signée avec la FNAIM et Pluriance sur 50 000 copropriétés rénovées en 3 ans. Voilà, donc sur 3 ans, on voit que c'est plus que le plan de relance, ce qui veut dire qu'il faut bien une approche au-delà du plan de relance. Je voudrais quand même dire que le parc privé locatif, c'est quand même le moins aidé, c'est le plus dégradé. Il y a quand même beaucoup de locataires qui sont éligibles au parc social et le parc privé est quand même un parc social de fait. Il y a un impact significatif sur l'ensemble du parc immobilier, notamment les copropriétés, parce qu'on a quand même 60% du parc privé qui est dans le collectif. Il y a eu des signaux compliqués, des signaux coercitifs, comme je disais tout à l'heure, même si on se réjouit bien évidemment de ce plan de relance, et je vais y revenir. On a quand même eu l'encadrement des loyers à Paris, à Lille, le permis de louer. Ça a été dit d'ailleurs par le politique de tout à l'heure, et j'étais très intéressée par les amendements qui pouvaient consister à inciter à investir et à louer, et notamment l'UNIS depuis très longtemps à militer pour le statut encourageant l'investissement locatif des bailleurs privés. Et ça, c'est une proposition qui a toujours été rejetée. Le dispositif de Normandie dans l'ancien, bon, oui, c'est une belle idée, mais ça a quand même de la peine à se déployer de manière satisfaisante. Pour en revenir à notre lettre ouverte à Madame Emmanuelle Bargon, qui d'ailleurs a été très attentive à ce sujet, évidemment, on a mis des conditions. Les conditions, c'était toujours pareil. Notre plan quinquennal de travaux, c'est extrêmement important de pouvoir phaser et prioriser les travaux sur la base d'un diagnostic qui pourrait être, pour aller un petit peu plus vite sur le tempo du gouvernement et puis finalement le timing des copropriétés, où on sait très bien qu'une décision d'Assemblée générale met quand même quelques mois et années des fois arrive à maturation, mais après beaucoup de débats et éventuellement beaucoup d'assemblées générales. Et donc, de déléguer au conseil syndical la décision de faire réaliser le diagnostic technique global, puisque ça fait partie quand même de la réforme de la copro, c'était peut-être une bonne idée. Après, c'est sur la prime rénov' individuelle, certes, mais la prime rénov' copropriété. On sait bien qu'il y a des copropriétaires bailleurs qui sont riches, qui sont pauvres. Il y a aussi, dans une copropriété, il y a aussi des logements, mais il y a aussi des locaux commerciaux. Donc là, il faut absolument que ce dispositif, et il y a des avancées, mais on voit le débat en ce moment dans la loi de finances. Donc, on est quand même très attentif aux différents amendements qui feraient que ce qui est prévu dans le plan de relance ne soit pas fléché comme on souhaiterait l'être, notamment sur cette prime Rénov' Copro. Donc là, il faut absolument que ça soit alloué aux syndicats des copropriétés. Et je rappelle que les syndics ont quand même beaucoup de garanties financières, de comptes séparés, enfin, savent être responsables de ces primes et pourraient très bien être centralisateurs de ces primes à des conditions évidemment et des contreparties. Ça permettrait de rendre le dispositif un petit peu plus simple, un petit peu plus lisible et surtout un peu rapide. Voilà, et puis la prime rénov', il faut absolument qu'elle soit pérennisée dans le temps. 5 ans, ça nous paraît quelque chose d'intéressant. Donc, on se réjouit d'une certaine prise en compte de ce constat, comme quoi il faut donner la chance au logement privé. La prime rénov', donc ouverte à la fois aux bailleurs et aux collectivités, la prolongation du PTZ et du Pinel, mais tout à l'heure pour soutenir la construction, mais on en a parlé. Mais attention, on a quand même les annonces sur l'encadrement des loyers, c'est pas forcément un bon message, c'est l'agenda fiscal qui est très court, il faut regarder au-delà de 2022. Donc nous, les professionnels de l'immobilier, que ce soit d'ailleurs FNAIM, SNPI et bien sûr les gens de Pluriance, les gens d'UNIS sont des professionnels qui sont conscients, qui sont engagés, mais qui ne gèrent qu'une partie du parc locatif privé. On va voir tout à l'heure la Fédération des propriétaires qui va certainement parler. Donc, pour dire qu'on est d'accord sur le fait que l'agenda sur la rénovation énergétique est court, mais il faut absolument embarquer tout le monde, c'est extrêmement important. Il faut mobiliser l'épargne privée au service d'un logement à loyer abordable. C'est pour ça que la filière logement, elle est vertueuse. Et il faut quand même dire à l'État que bien sûr, ça coûte aujourd'hui, mais ça peut rapporter. On voit bien que le plan de relance a été fait pour pouvoir rendre compétitives les entreprises, pour que les entreprises puissent générer de l'emploi,
puissent avoir des travaux et donc rendre la confiance, comme un des débatteurs l'a dit, rendre la confiance aux ménages pour qu'ils puissent consommer parce qu'il y a quand même de l'épargne qui existe. Voilà. Et puis sinon, nous, on est favorable à professionnaliser la chaîne du logement au profit d'une relation locative dans un logement qui est décent, qui est abordable, qui est performant, comme les autres. Voilà ce qu'on peut dire. Dans cette lettre ouverte à la ministre, on a bien sûr parlé de l'amélioration des CE, enfin tous les dispositifs techniques qui existent pour pouvoir bien réussir cette rénovation. Mais je voudrais quand même te dire, au-delà de tout ce qui est technique, la réforme de la copropriété, le plan de relance, etc. Et c'est le fait de parler de la Convention citoyenne du climat qui me fait penser à ça. Il faut aussi qu'on réfléchisse, y compris avec les autorités, les collectivités territoriales, à faire de l'étalement urbain différemment d'avant. D'abord parce que le Covid ne nous a pas laissé indifférents. Dans ce climat anxiogène, il y a une forme de repli. On voit bien que le logement sert à autre chose que dormir. Il sert aussi à l'école. J'espère que non, dans quelques temps, qu'on ne va pas reconfiner. Il sert aussi, bien sûr, de lieu de travail. Et donc, il faut repenser ce logement-là. Il faut penser le logement au service des gens qui vont y habiter et non pas construire des coques et puis après se dire, bon ben voilà, ça va correspondre, on va pouvoir mettre des gens dedans. Je peux dire aussi que les collectivités ont tout intérêt à penser par rapport à ce Covid et cette notion de décroissance, parce qu'on le voit un peu dans la Convention citoyenne du climat, la décroissance, les circuits courts, c'est quand même des messages qu'il faut écouter et par exemple faire des espaces de coworking pour tous les salariés de n'importe quelle entreprise au plus près d'une station de transport. C'est quelque chose peut-être qui peut se penser. De l'habitat, bien sûr, intergénérationnel. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé des APL. Les APL, il faudrait vraiment qu'elles soient réadaptées aux revenus des étudiants. Aujourd'hui, ceux qui ne trouvent pas de logement et qui sont pauvres, bien sûr, il y a aussi les personnes âgées dans certains cas de figure, mais il y a quand même les étudiants. C'est une population qui est de plus en plus pauvre, qui a de plus en plus de mal à se loger. Et la question de l'emploi aussi est quelque chose, de l'emploi qui consistait à faire un complément pendant les études, est quand même quelque chose d'assez prégnant. Donc la question des APL a été posée, c'est important. Et puis peut-être voir d'autres formes d'habitat, l'habitat participatif, l'habitat intergénérationnel. Il y a énormément de choses qui se font parce que c'est quand même dommage de ne pas pouvoir loger toutes les personnes en France. Aujourd'hui, malgré tout, on est quand même dans une grande pauvreté et on est quand même dans des gens qui ne sont pas logés, malheureusement. Merci Daniel, tu as élargi le champ. Je vais juste te relancer 10 secondes pour qu'on puisse retourner, s'il est encore avec nous, vers Jean-Paul et le saluer parce qu'il a une réunion à 18h. Donc, sur MaPrimeRénov', j'ai entendu quelques critiques. Tu dis ce serait bien aussi d'avoir des locations à loyer abordables, raisonnables. Il a été question de plafonner les loyers lorsque on bénéficie de MaPrimeRénov'. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce qu'aujourd'hui, le fait de conditionner MaPrimeRénov' aux revenus, c'est-à-dire de la rendre plus puissante pour ceux qui ont moins de revenus et moins pour les autres, est-ce que ça, pour toi, c'est tout à fait légitime ? Et enfin, sur l'échéancier, je crois que les travaux doivent être votés avant 2021 pour que le MaPrimeRénov' puisse être utilisé. Est-ce que cette échéance est réaliste par rapport à la chronologie, la temporalité des copropriétés ? Juste pour que Jean-Paul puisse après entendre des choses qui peuvent servir le débat. J'ai décalé de 10 minutes dans notre réunion. Je suis totalement intéressé par… Voilà. J'ai apprécié les paroles de M. Mattei sur la fiscalité, parce qu'il faut qu'on change la fiscalité, l'ancien, le neuf, tout ça, il faut l'harmoniser. Sur le calendrier, non, il n'est pas… il est réaliste, bien entendu, on comprend très bien le calendrier, il faut qu'il ait une durée déterminée, mais nous, on ne pourra pas tenir dans les 2 ans, c'est pas possible. Même si on accélère avec les audits énergétiques par délégation du conseil syndical, comme je disais tout à l'heure, ça peut gagner quelques semaines, mais donc nous, on revendique le fait que ça continue au-delà du prêt de relance. Et puis, sur l'équité, savoir qui doit payer quoi en fonction des revenus. Bon, évidemment, c'est plus logique de dire ceux qui ont moins d'argent, on va leur donner plus d'aide. Mais quand on est dans un habitat collectif et qu'on veut absolument emporter l'aval de tout le monde face à un enjeu terrible qui est quand même les économies d'énergie.
on est quand même en train de penser à la préservation des ressources. On est quand même en train de réfléchir à des effets de climat, des conditions climatiques qui changent, qui dérangent. On voit bien tout ce qui se passe en ce moment. Donc, il faut absolument que ces travaux soient faits. Et pour qu'ils soient faits, il faut absolument qu'il y ait des choses très fortes. C'est le cas du plan de relance, mais peut-être aussi passer par des primes qui soient, je dirais, sans conditions ou un minimum de conditions de critères d'éligibilité pour emporter le programme de rénovation, emporter l'isolation thermique, emporter des travaux qui peuvent être sur l'étanchéité, sur la façade, sur la VMC, parce qu'autrement, on n'y arrivera pas. On y arrivera. Oui, bon, toi, tu émets des réserves sur cette dépendance de la puissance de MaPrimeRénov' aux revenus. Hein, de mémoire, on va aller de 40 à 80% d'une dépense qui vont être couverts par la prime. Donc, cette équation, tu trouves qu'elle peut poser des problèmes pour la massification. Et sur la liste des travaux, en effet, tu l'as évoqué, est-ce qu'aujourd'hui, la liste des travaux éligibles, qui, une fois de plus, n'est pas complètement simple, hein, selon qu'on va réduire plus ou moins les dépenses. Est-ce que ce dispositif te paraît utilisable par les professionnels et leurs clients copropriétaires et bailleurs, ou est-ce qu'il faudrait, là encore, aller vers plus de simplification? Alors, je crois que ce n'est pas du ressort du Parlement, on est sur du réglementaire, mais ça n'empêche que ça, oui. voilà, hein, mais ça intéressera quand même, bien sûr, aussi Jean-Paul Mattei. Daniel, sur la question des travaux, de la nature des travaux couverts. Son micro est coupé. Alors, je vais peut-être faire… Voilà, voilà, ça y est. Bon, excuse-moi, je n'ai pas coupé. Non, la simplification est toujours utile. Il est vrai que toutes les aides sont très complexes, mais on est dans un climat complexe aujourd'hui. Mais la simplification est toujours utile et surtout la fluidité. C'est-à-dire, on dépose un dossier, on a les fonds, on part en assemblée générale avec une simulation, on décide de travaux, on repart après avec sa simulation et puis on y va et on va vite parce que les dossiers sont longs à faire. Donc, la simplification, c'est important. Sur les travaux, dès l'instant où les travaux servent effectivement à l'enjeu qui est la rénovation énergétique, qui est l'économie d'énergie, qui est la préservation des ressources, ça, c'est bien sûr, on va dans le même sens. Après, les professionnels, ils se forment par obligation, ils se forment par intérêt et en tout état de cause sur ce qui est la formation sur le plan de relance et la rénovation énergétique, les professionnels sont des gens engagés, sont sérieux, ils sont aussi des habitants et ils sont aussi des gens qui habitent dans des logements, donc ils sont sérieux et ils apprendront, ils se professionnaliseront si c'est nécessaire, bien entendu, face à la complexité de dispositifs. Alors, je donne la parole à… Pardon ? Est-ce que tu m'autorises une petite intervention avant que le député… Oui, bien sûr, je t'en prie, vas-y. Deux choses. Sur la liste, je pense qu'il faut la revoir parce que je trouve qu'on favorise beaucoup le chauffage au bois, au détriment, à mon avis, de la rénovation en termes de chauffage collectif dans nos copropriétés et au détriment de l'isolation thermique par l'extérieur. La deuxième chose que je voudrais dire à monsieur le député, c'est qu'il faut associer les collectivités territoriales dans cette exigence de rénovation énergétique. Nous connaissons tous aujourd'hui les périmètres de ravalement obligatoires. Ces périmètres de ravalement obligatoires, hormis à Paris, où ils sont de plein droit, sont négociés par les maires avec les préfets. Et ça fait 30 ans que nous recevons ces injonctions. Or, ces injonctions, nous continuons à en recevoir alors qu'elles ne sont assorties d'aucune obligation d'isolation thermique par l'extérieur. Et je pense que si on, comme le soulignait Daniel Dubrac, cette exigence au fond qui est d'intérêt général supérieur, puisqu'on sait très bien qu'on le fait aussi pour l'intérêt du climat, il faut qu'il soit partagé entre l'État et toute la chaîne. Et je pense que les collectivités territoriales devraient obligatoirement inclure dans leurs plans locaux d'urbanisme ces périmètres et ces objectifs d'isolation de performance énergétique, qu'elles soient partagées localement, qu'elles soient ciblées aussi en fonction des habitats locaux tels qu'ils existent. On sait très bien qu'on ne fera pas la même chose avec un immeuble haussmannien et un immeuble des années 60, qu'on peut aussi avoir une évolution d'urbanisme qui soit différente d'une ville à l'autre. Et donc, les plans d'urbanisme devraient, à mon sens, avoir des orientations d'aménagement programmées, obligatoires, et qui fixent la performance énergétique qu'entend faire une collectivité locale. J'y vois aussi le moyen de partager, si je puis dire, le fardeau politique de l'obligation, et j'y vois le moyen également de générer ipso facto des formes d'aide de la part des collectivités territoriales.
Merci beaucoup. Ça fait partie de la lettre ouverte. Daniel, pardonne-moi, je reviendrai vers toi, mais je voudrais que Jean-François Buet dise un mot. Il sera plus disert après le départ du député, mais la question du logement social, et c'est à ce titre que Jean-François est avec nous aujourd'hui, est précieuse. Le financement, on a parlé de la ponction sur la trésorerie d'Action Logement d'1 milliard, et je crois même que c'est plus que ça. Voilà, une réaction au plan de relance pour le logement social et sans doute aussi à ce qui se passe pour Action Logement de la part de Jean-François Buet, tant que Jean-Paul est avec nous. Et j'irai bien sûr après vers Jean Pinson. Merci, merci Henri. Oui, alors le plan de relance est accueilli globalement de façon positive par la Fédération des entreprises sociales de l'habitat. C'est 500 millions qui vont participer à la rénovation lourde, énergétique lourde de 40 000 logements. Donc, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Par ailleurs, les 3 milliards qui vont être financés par la Banque du Territoire pour construction de logements sociaux vont aussi dans le bon sens. Effectivement, parallèlement, on parle de cette, comme tu l'as écrit très bien, de cette extrême ponction d'1 milliard sur les fonds d'Action Logement. Faut-il rappeler qu'Action Logement, c'est le logement des salariés des entreprises. Faut-il rappeler que l'histoire d'Action Logement, c'est la création d'un prélèvement qu'on appelle la PEC, qui est la participation des entreprises à l'économie du logement. Et faut-il rappeler que ce 1% est devenu 0,45% et qu'il est peut-être même question de le ramener à 0,20%. Si on diminue cette possibilité financière pour les entreprises de loger leurs salariés, et si on les ponctionne, comme ça a d'ailleurs déjà été fait dans l'histoire d'Action Logement, continuellement, on risque d'arriver à l'effet inverse que celui recherché. Surtout que, a priori, ce milliard qui est ponctionné, ajouté aux 300 millions que nous ne percevrons plus depuis la réforme qui fait que le prélèvement ne se fait plus sur les entreprises entre 20 et 50 salariés, mais que c'est au-dessus de 50, donc ça fait 300 millions de ressources en moins. Donc, ajouté à ce milliard qui est ponctionné, ça va fortement pénaliser Action Logement et ses capacités de financer du logement social pour les salariés de nos entreprises. Je rappelle quand même que Action Logement, qui est le premier bailleur social de France avec 1 million de logements, finance 95% du budget de l'ANRU, finance l'ANA, finance Visal. À un moment donné, il faut qu'on arrête et qu'à tout le moins, si ponction il y a, premièrement, qu'elle soit faite dans la concertation, ce qui n'a pas été le cas. Là, c'est tombé dessus comme ça, du jour au lendemain. Donc, premièrement, dans la concertation. Deuxièmement, que ces fonds soient donc à nouveau dirigés vers le logement, parce que sinon, il y a une incohérence. Et puis, on laisse planer en plus sur Action Logement des doutes qui sont fortement désagréables en disant qu'il faut revoir la gouvernance d'Action Logement. Mais ne l'a-t-on pas-t-elle revue déjà? On l'a revue déjà en 2012. Je crois qu'Action Logement a été bon élève. On a modifié les fonctionnements et c'était lourd. C'est des équipes, c'est beaucoup de salariés, c'est beaucoup de personnes qu'il faut convaincre. Nous avons été bon élève en restructurant le nombre de SH. Nous sommes passés de 65 à 53 ESH. Les regroupements ne sont pas encore tous finis. Donc, on a montré l'exemple. La gouvernance aujourd'hui d'Action Logement, on peut en parler. Je crois que c'est facile d'accuser son chien d'avoir la rage quand on vient de percevoir la PEC, effectivement, qu'il y a beaucoup d'argent dans les moments, à un certain moment donné, à un instant T, quand on reçoit la PEC et qu'après on l'utilise. Tous ces fonds sont engagés, et ils sont engagés sur des plans à moyen terme de construction, de réhabilitation, et je crois que c'est un mauvais procès. Et là, encore une fois, je crois que c'est plutôt une méconnaissance du sujet et du fonctionnement d'Action Logement. Ça me rappelle une discussion que j'avais eue avec Pierre Gattaz il y a quelques années, qui ne connaissait pas bien les rouages et qui a fini par changer d'avis sur le sujet. J'aurais d'ailleurs aimé entendre un petit peu plus Geoffroy
Geoffroy Roux de Bézieux sur cette polémique, parce que si on fait ça, c'est très simple. On va avoir demain des salariés qui vont devoir se loger dans le parc privé. Alors, je gère aussi personnel du parc privé et je ne veux pas attaquer le parc privé, ce n'est pas la question. Je veux dire que simplement pour un certain nombre de ces locataires-là, ça va changer leur pouvoir d'achat. Je ne pense pas que ça soit le bon moment pour faire ça. Jean-François, je voudrais que Jean-Paul Mattei, avant de nous dire au revoir, s'il est encore avec nous, réagisse à ce que tu viens de dire. C'est un point très important et pour le membre de la Commission des finances qu'il est, je pense que c'est précieux. Oui, là, je vais être obligé de vous laisser, mais c'est vrai que j'étais passionné en vous écoutant. Je crois ce qu'on est en train de vivre, c'est qu'il y a vraiment une coupure entre les décisionnaires, je parle de Bercy et autres, et je respecte beaucoup l'administration de Bercy, mais qu'on soit un peu plus à l'écoute du terrain et des vrais gens qui manient, je dis, alors on parlait de l'action logement et autres, moi tout ça, ça me parle. Et ça fait l'objet d'ailleurs de discussions qu'on a souvent avec Stéphane Peu, avec Pupponi, qui évoque ces questions-là en commission. Ils sont d'autres spécialistes du logement. Voilà. Oui, mais moi, que j'ai écouté avec beaucoup d'attention, notamment sur les problèmes de TVA, sur tous ces problèmes-là. Et effectivement, je pense qu'il faudrait qu'on se mette autour de la table. Et c'est pour ça que dans ce plan de relance, je pense qu'il faudrait faire plus avec les acteurs, je dirais, professionnels par rapport à ça. L'exemple tout à l'heure qu'on disait sur les syndics de copropriété qui pourraient avoir la gestion des primes rénov dans les copropriétés, c'est du bon sens. Bien évidemment que ça sera beaucoup plus facile que d'aller faire individuellement et autres espèces de translucidité, ça sera gérable. Donc, moi, ma réaction est de dire, il faudrait qu'on ait, et je pense que je pourrais remonter le message à Emmanuelle Wargon, qui est une femme qui est vraiment d'écoute. Il faut que, pour ne pas louper ce plan de relance, qu'on utilise tous les secteurs. Alors, sur le fait, on a eu le débat sur les chambres de commerce, aussi sur le fait de ponctionner certains organismes et autres. Je ne dis pas que sur le milliard qui va être récupéré, on va y arriver. Ça me semblerait difficile. Mais il faut qu'on ait une réflexion par rapport à ça. On ne peut pas vous mettre dans le rouge. J'entends ce que vous dites. Des fois, on a ces décisions qui, nous aussi, parlementaires, on découvre et on a du mal ensuite à trouver des explications. Alors, on nous met en avant l'équilibre budgétaire qu'on peut comprendre, mais on est à une, je dirais, ce que je disais d'ailleurs hier en commission des finances, il me semble qu'on vit une période où c'est pas, comme dirait mon collègue de Courson, open bar, mais on est à une période qui change un petit peu les visions. Mais c'est le moment, justement, de se mettre tous autour de la table pour essayer de réfléchir. Si on prend les bonnes décisions, on va chercher. L'exemple d'associer les collectivités territoriales pour la rénovation des façades, comment on fait, et instaurer des règles dans les PLU, c'est du bon sens, bien évidemment. Je suis à 100% d'accord avec vous qu'il faut qu'on ait une réflexion parce que les PLU, c'est une vision à long terme de ce qu'on peut faire ou pas faire, quelles sont les contraintes et autres en fonction des zones de la ville. Alors, si vous voulez, j'ai ma tête qui bouillonne de tout ce que vous dites, mais ensuite pour le retranscrire. Donc évidemment, on ne peut pas être omniscient et actif sur tout, mais je crois que ça mériterait qu'on se pose un petit peu sur qu'est-ce qu'on peut bien faire et comment on peut le faire. Et c'est pour ça que quand tout à l'heure je disais que je trouvais qu'on allait un peu vite et l'échéance de 2021, bien sûr qu'on n'y arrivera pas. Et il ne faut pas, et moi je dis, un responsable politique, il doit réformer le pays en ne tenant pas compte des échéances électorales, parce que sinon on n'est pas sérieux. Voilà. Et je n'ai pas envie de tenir compte des échéances de 2022. Il faut qu'on lance des réformes et qu'on avance comme ça, parce que sinon on n'est pas responsable. Voilà. Moi, c'est le sentiment que j'ai, et se laisser un tout petit peu de temps, échanger avec les acteurs que vous êtes et comme d'autres, je pense qu'on ferait du bien meilleur boulot et que les 100 milliards, les milliards qui sont mis sur la table dans différents domaines seraient bien mieux utilisés que si on fait ça, je ne dis pas à la va-vite, mais de manière un peu plus… Il faut qu'on fasse ça de manière plus concertée. Voilà.
Merci beaucoup. Je suis obligé de vous monsieur le laisser, je suis député, désolé. d'avoir Voilà, je été serais bien avec resté nous. plus longtemps. Voilà. Je crois que vous allez rejoindre un groupe d'études sur la fusion Veolia-Suez, un grand sujet industriel pour l'ensemble des Français. Merci encore. Oui, merci. À bientôt. Je m'engage d'ailleurs à rappeler aux débatteurs que s'ils ont envie de préciser un certain nombre de points, je pense que vous recevrez avec intérêt des notes qui pourront vous faire passer. Je pense à Jean-François, Jean-Marc ou Daniel Dubrac. Mais on va aussi se tourner vers Jean Pinsol. Alors, comme vous n'entendrez pas son propos, ben, voilà, lui aussi pourra, ou on le fera pour lui, vous faire passer les messages dont il va être porteur. Jean, c'est au titre de ta représentation des propriétaires, alors bailleurs, copropriétaires, on a parlé des deux, et il y a une imbrication entre les deux statuts, bien sûr, hein, très forte. On rappellera que dans nos villes, 60% des logements en copropriété sont en fait des logements locatifs, hein, sont occupés par des locataires. On l'a dit tout à l'heure, une partie de ce parc locatif privé, qui peut être un parc social de fait, hein, Daniel Dubrac l'a dit, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des occupants très modestes, hein, aussi. Et donc la mission sociale ne pèse pas que sur le parc HLM, vous l'avez aussi. Une partie de ce parc est autogérée, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une position aussi particulière qui n'est pas forcément celle des administrateurs de biens, puisqu'il y a une partie du parc qui n'est pas dans leurs mains. Voilà, donc ta réaction à tous ces titres-là au plan de relance, et je pense tout particulièrement, alors bien sûr, les aides, leur accessibilité, leur simplicité, MaPrimeRénov' entre toutes, mais aussi les C2E, les certificats d'économie d'énergie, ils ont été évoqués. Tu peux parler de fiscalité, on l'a largement montré du doigt et désigné comme un chantier, et aussi les futures contraintes d'échéance qui viendront dans la future loi Pompili. Est-ce que c'est réaliste? Quel accueil les propriétaires font-ils à l'idée que très rapidement, ils vont devoir faire ou sortir du jeu, ou être pénalisés peut-être, on l'a dit, par des majorations de taxes foncières, par exemple? Si tu veux, déjà, moi, je voudrais rappeler, je voudrais vous citer un propos qui date de septembre 2002 et qui est la déclaration de Jacques Chirac au sommet de la Terre à Johannesburg et qui dit « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Donc, évidemment, nous avons tous conscience de ça. J'ai un développement sur la transition énergétique que j'ai appelé 3F. Donc, le premier point, c'est la faisabilité. Tu vois, faisabilité, dans la forme, la faisabilité, on a beaucoup de dispositifs qui sont gérés par différents organismes. Hier, j'ai entendu que le livret de l'ADEME disponible sur Internet faisait 47 pages. C'est ça. C'est ça, tu t'en souviens aussi. Tout à fait. Aujourd'hui, on a les certificats d'économie d'énergie avec un dispositif bien connu qui s'appelle CoproVert. Je ne sais pas d'où il vient, il me semble que c'est la FNAIM qui l'a lancé. On va relancer Jean-Marc tout à l'heure sur ce sujet, oui, tout à fait. Certificat d'économie d'énergie, MaPrimeRénov'. Alors, MaPrimeRénov', on a 4,8 800 000 de passoires énergétiques. Si tu divises les 2 milliards par 4,8 millions, ça fait 440 €. Donc, ce sont des questions, ce n'est pas de la revendication. L'éco-prêt à taux zéro, Habiter Sérénité qui est géré par l'ANA, la prime coup de pouce qui est générée par l'ANA, les exonérations de taxes foncières si la commune le vote, ça me paraît douteux, et puis Action Logement. Donc tout ça, c'est un peu compliqué, et pour un propriétaire, il faut quand même aller chercher l'information. Sur le fond de ma faisabilité, je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a 13 millions de Français qui sont dans la précarité numérique. Donc, comment est-ce qu'ils font pour accéder à ces subventions? C'est une question. Ça fait 20% de la population. Ensuite, il y a une étude travaux énergétiques qui nous révèle que, de l'ADEME ou d'un autre organisme, qui nous révèle qu'on a besoin de 200 000 artisans qualifiés pour remplir les conditions des travaux de transition.
Donc, Ça veut dire que tu fais bon accueil. Le député nous a parlé tout à l'heure de ce label RGE. Il nous disait qu'il allait y avoir une simplification pour que les artisans puissent plus facilement délivrer ces travaux-là. Tu dis qu'il y a un problème entre voilà, le tissu des professionnels habilités à faire et puis la masse des travaux engagés, c'est ça? c'est ça, il en manquerait 200 000. Donc, comment on fait? Et puis ensuite, on est en train de parler de transition énergétique. On travaille avec de nouveaux matériaux. Ces nouveaux matériaux, ils déclenchent une nouvelle révolution industrielle avec un bilan écologique désastreux. Parce que la filière industrielle du bâtiment présente à elle seule 25 à 30% des émissions de gaz à effet de serre. La consommation des industries et les matériaux utilisés dans la construction sont issus à 90% des filières pétrolières et minières. Je vous donne un exemple de l'aluminium du châssis des baies et des fenêtres émet 7 tonnes 8 de CO2 par tonne produite. Le polystyrène pour isoler 2 tonnes 8 de CO2 par tonne produite. L'acier pour fixer l'isolant sur les façades, 2 tonnes de CO2 par tonne produite. La pierre de taille, l'empreinte carbone de la pierre de taille, c'est 4 kg. D'accord? Et comme on parlait un peu de Sud-Ouest tout à l'heure et qu'on est à peu près dans les mêmes coins, je vous rappelle que un peu au nord de l'Adour, il y a un massif forestier très important, qu'aujourd'hui la filière bois est une filière qui devrait être plus utilisée dans la construction parce que tout simplement, le bois, l'empreinte carbone, non seulement il n'en a pas, mais en plus, il emprisonne le carbone. Donc nos bâtiments, ils sont obèses, alors que l'urgence climatique voudrait que justement, on ait une architecture ascétique. Le financement, donc il y a deux choses. Il y a le financement, les subventions et la fiscalité. Les subventions, on en a parlé. Donc 2 milliards, ça rentre dans la poche d'Henri Buzy-Cazot ou de Jean-François Bouet, ils seraient excessivement ravis. Si tu le dis. Comment les dépenser d'ailleurs? En achetant des immeubles et en les rénovant. Je viendrai vous aider de manière écologique. Donc 400 € par logement, c'est comme quand moi j'étais à l'école, qu'on me mettait peu mieux faire sur l'appréciation de mon carnet de notes. Alors un point important, je t'arrête un instant parce qu'il y a une chose qu'on ne dit pas, tu viens de le dire. Ce sont des primes qui sont des amorces, on peut les trouver puissantes ou pas, ce sont des amorces. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, il va falloir que sur fonds propres, les ménages puissent compléter, et pour certains beaucoup, les plus fortunés d'entre eux devront compléter très largement pour engager les travaux. C'est-à-dire que quand on imagine ces fonds publics, ils ne vont pas financer 100% des travaux. Il y a un effort de la part des ménages qui est attendu. On est tout à fait d'accord, mais aujourd'hui, vous savez tous que la France, il y a 20 métropoles, il y a 20 grandes métropoles sur lesquelles on a axé le développement toutes ces dernières années. Et puis, il y a toute une frange de la France périphérique où tu vas donner 400, 500 € aux propriétaires d'une résidence principale. Les fonds propres, où va-t-il les trouver? C'est une question. Hein. Bien sûr, non, mais c'est tout à fait. Tout à fait. On reviendra tout à l'heure vers Daniel ou vers Jean-Marc, leur avis sur la solvabilité, la capacité contributive de leurs clients au-delà des primes auxquelles ils seront éligibles. Donc la subvention, c'est bien, mais ensuite, effectivement, pour inciter les propriétaires à investir des fonds propres, il faudrait peut-être leur donner un coup de pouce fiscal. Alors, je vous rappelle que la déduction des déficits fonciers dans le revenu global n'a pas évolué depuis combien? 30 ans? Oui, c'est ça. Alors, tout à l'heure, Jean-Marc évoquait l'échéance de 95, cette fameuse enveloppe qui peut être prise en compte pour réduire l'assiette d'imposition des revenus fonciers. Effectivement, c'est 95. Et même, j'en souris souvent, mais lorsqu'elle a été traduite
de franc à 1 euro, elle n'a pas bougé. Elle n'a pas bougé. On l'a traduite. Voilà. C'est exactement ça. Donc, la subvention, c'est bien, mais je pense que pour reprendre les propos qui ont été tenus par les précédents orateurs, d'abord, il faudrait qu'il y ait un statut du bailleur, mais ça, on en parle depuis de nombreuses années. Et ensuite, je pense qu'il devrait y avoir une vraie incitation fiscale, mais une vraie, pas l'augmentation le passage de 10 500 à 11 000 euros de déductibilité dans le revenu global, avec une incitation sur les travaux de transition énergétique. Alors, je crois que si j'ai bien lu la proposition de la Fédération nationale de l'immobilier, il s'agirait d'un doublement. Je crois que c'est ce que préconise Jean-François. Donc, ce n'est pas une petite augmentation, c'est vraiment un doublement. Alors, merci beaucoup. Attends, Jean. Pardon, excuse-moi. J'ai 3 F. Et puis le dernier F, oui, c'est vrai. C'est la fin des travaux. Donc, c'est les délais qu'on va accorder à la propriété pour réaliser les travaux. Parce que là, aujourd'hui, on nous dit 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est ce que disait le député tout à l'heure ou un autre des orateurs. OK, mais on n'a pas une baguette magique et puis on ne résout pas tout par la loi. Sinon, on demanderait au gouvernement de faire une loi contre le Covid et puis il n'y aurait plus de Covid. Donc, un peu de réalisme. Donc, la question des échéances, vous semblez tous d'accord là-dessus, y compris Jean-Paul Mattei, il l'a dit, il nous a quittés en nous disant le temps de l'immobilier n'est pas celui des échéances électorales, il ne faut pas aligner l'un sur l'autre. Je voudrais revenir aller vers Jean-Marc, par exemple, pour éventuellement que tu réagisses à ce que vient de dire Jean Pinsol au titre des propriétaires et des copropriétaires. La question de la solvabilité, est-ce que tu es confiant? Je pense que oui, puisque vous avez pris cet engagement en commun avec l'UNIS, mais comment allez-vous faire? D'ailleurs, je ferai un petit clin d'œil. Vous avez écrit on s'engage. Je redis que ce sont vos copropriétaires qui vont devoir prendre des décisions et mettre la main à la poche également, parce que, encore une fois, la prime ne va pas constituer 100% des dépenses. Est-ce que tu n'as pas de crainte que la fragilisation économique, la désolvabilisation du moment vous mettre des bâtons dans les roues, que vous ne parveniez pas à faire voter comme vous vous y êtes engagé dans 50 000 copropriétés, les travaux et notamment de mise aux normes énergétiques? Je ne crois pas. Bien sûr que je suis moins pessimiste que M. Pinsol. Pourquoi? Parce que je crois que la notion de valeur verte va quand même prendre toute sa place dans à la fois les estimations qu'on va devoir faire en cas de mutation sur les lois. Et donc, cette notion de valeur verte, si on part du principe qu'effectivement, d'ailleurs, le notariat a publié une étude qui était très intéressante sur les différences de prix en fonction du classement énergétique, elle va inciter. Et je pense qu'il y a également, il ne faut pas oublier quand même qu'aujourd'hui, 52% des mutations en France, donc des ventes dans l'existant, donnent lieu à des travaux de plus de 10 000 euros. Donc, ce mouvement, au fond, de travaux consécutifs à des mutations, il est en place. Alors, il ne faut pas tout attendre de l'État, parce que je crois qu'il faut être très clair. Il faut évidemment s'engager. Donc, l'erreur qu'il ne faudrait pas faire, c'est de vendre la rénovation énergétique uniquement sur l'économie. L'économie d'énergie, elle ne va pas financer la réalité de ce que sera le coût. Non, ce que l'on vend, c'est malgré tout un effort d'intérêt général, ça vaut ce que ça vaut, mais dans une certaine génération militante, et en particulier chez les jeunes, ça va peser. Ce que l'on vend également, c'est un confort, et ce que l'on vend, c'est une pérennité d'une valeur d'actif. Et au fond, c'est là qu'il va falloir que nous traduisions auprès de nos copropriétaires ce que nous allons leur demander. Et cette réalité, je crois, elle va prendre toute sa place. Elle va prendre toute sa place, et là où je suis peut-être plus en souci, c'est sur le retrait actuel du secteur bancaire, du financement de l'immobilier au sens large. Et nous avons tiré la sonnette d'alarme auprès d'Emmanuel Wargon en lui disant « Attention, au moment où on va solliciter le secteur financier pour embarquer nos copropriétaires par des prêts, au moment où des propriétaires vont certainement emprunter pour faire ces travaux, faisons attention à ce que le secteur bancaire ne marque pas une défiance générale par rapport à l'immobilier et rende l'accès au crédit difficile. » Donc,
avec la masse d'épargne qui est en place aujourd'hui, je pense qu'une grande partie des Français pourront, avec le temps, arriver à financer cette rénovation. Daniel a parlé du plan pluriannuel de travaux. Derrière le plan pluriannuel de travaux, n'oublions pas que nous y adossons un fonds travaux dont l'assiette serait justement calculée non plus sur un budget de fonctionnement de la copropriété, ce qui ne rime pas à grand-chose, mais sur la réalité d'investissement futur à faire. Et ça prend son sens aussi, cette épargne collective. Donc, on rappellera que vous avez été à 2 doigts d'obtenir ce dispositif dans un projet d'ordonnance, voilà. Et puis bon, il y a un article 13 qui a disparu comme ça au dernier moment. Hein. Voilà, du jour au lendemain, voilà, à l'imprimerie, c'est au montage à l'imprimerie. Il semblerait qu'un vent favorable souffle à une réintroduction de cette mesure que nous défendons. Très bien, très bien. Donc voilà, je reviens effectivement sur la formation avec le mouvement copropriété verte, puisque c'est un appel d'offres que l'on a gagné avec le ministère de la Transition, du ministère de la Transition énergétique, avec Qualitel. Et l'engagement qui est pris dans ce mouvement, c'est de former des copropriétaires et des conseillers syndicaux à la rénovation énergétique, à la compréhension de l'ensemble du système, des dispositifs qui existent, et une sensibilisation au projet, et puis la formation, et Daniel en a parlé, de tous les professionnels. Et je le dis ici, les professionnels vont devoir monter en compétence sur tout ça. Oui, tu avais présenté, hein, je le rappelle, hein, au dernier salon de la copropriété, malheureusement le prochain sera virtuel, je vous l'annonce, vous aurez accès à des débats, mais vous ne pourrez pas vous rendre au salon les 5 et 6 novembre prochains. Lors du dernier, tu avais avec beaucoup de courage présenté une étude qui témoignait que les professionnels manquaient de connaissances sur ces sujets-là et n'étaient pas en mesure de conseiller suffisamment leurs clients. Ah oui, mais regardons MaPrimeRénov qui s'adresse aux bailleurs. Je n'imagine pas aujourd'hui un administrateur de biens qui serait pas en capacité de conseiller à son propriétaire les travaux, que ce soit éligible à MaPrimeRénov. C'est une faute de gestion. Donc il y a bien une montée en compétence globale du syndic en tant que porteur de projet, des administrateurs de biens et des agents immobiliers demain, parce que cette valeur verte, va falloir la financer quelque part. Et ça sera à eux d'apporter aussi la solution à leur acquéreur ou aux conseillers de leur vendeur. Jean-François, je reviens vers toi avant de donner la parole pour le mot de la fin après mon propre au revoir, parce que l'heure a tourné à Laurent Sirex. Jean-François, sur la question des entreprises RGE, c'est-à-dire habilitées à engager ces travaux de rénovation énergétique avec tous les circuits de financement qui conviennent. On a entendu Jean Pinson pessimiste sur la possibilité de trouver suffisamment d'entreprises partout en France. Alors là, je te parle comme administrateur de biens, que tu es à Dijon, et puis aussi au titre de tes responsabilités de bailleur social, ça revient au même, hein, les entreprises interviennent sur les 2 parcs. Est-ce que tu considères que trouver, Jean-François Buet, les entreprises doit être facilité? C'est ce que nous disait Jean-Paul Mattei, hein. Je crois qu'on va simplifier les choses, il n'a pas dit de quelle manière, mais ton regard aujourd'hui sur, sur la possibilité d'accéder aux compétences. Clairement, aujourd'hui, si tu veux, les entreprises du bâtiment ont du mal à trouver des salariés et ils ont du mal à trouver des salariés formés et compétents. Nous, au quotidien, dans notre activité de syndic ou d'administrateur de biens, on le voit aussi, il faut trouver des entreprises, c'est compliqué. Quelquefois, ils sont chargés, ils n'ont pas le temps. Et je dois dire que l'une des interrogations majeures que nous avons en tant que bailleur social, parce qu'on rénove quand même déjà un certain nombre de logements tous les ans. On est le premier producteur de l'agglomération dijonnaise en logement neuf, par exemple. C'est d'avoir effectivement des entreprises qui sont qualifiées et compétentes et qui sont disponibles. Elles ont des carnets, comme elles ne sont pas forcément très nombreuses à être compétentes, elles ont des carnets qui sont très remplis. Et donc, ça va être la course à la discussion avec l'Adréal et la région pour avoir les aides ou les subventions. Ça va être la course à lancer les ordres de service et ça va être la course à trouver les entreprises qui sont disponibles dans les délais impartis. Je pense que là, on va avoir un vrai problème de timing. Ça rejoint ce qui était évoqué par les différents intervenants tout à l'heure. On ne peut pas prendre une décision et puis l'enfermer dans des délais qui, de toute façon, matériellement,
sont pas tenables. Donc là, il y a un vrai sujet qui passe aussi par la formation. Je veux dire qu'on connaît les entreprises du bâtiment. Hein. D'ailleurs, Action Logement est présidée depuis toujours par la Fédération française du bâtiment. Voilà, on les connaît bien. Ils ont beaucoup de mal. Et puis, on a aussi, même quand on va sur les chantiers, moi j'ai inauguré lundi matin avec François Rebsamen un écoquartier de maisons construction bois avec des isolants qui sont faits dans le Jura. Enfin, c'est des beaux matériaux, c'est innovant. C'est vrai que le logement social a cet avantage-là de pouvoir prendre des décisions plus rapides sur ce type de construction. Il y a un seul décisionnaire, pour simplifier. Oui, bien voilà. sûr. Non, sauf lorsque vous avez créé des copropriétés. Ça peut rendre les choses peut-être un petit peu plus difficiles en cédant des logements. Oui, c'est vrai, mais on y arrive parce que, si tu veux, on laisse aussi les copropriétés après se gérer et choisir leur syndic, on arrive à le faire. Mais la problématique qu'on a, nous, c'est quand même d'accompagner les gens dans les logements et puis par exemple, sur un quartier qu'on construit en entier, c'est comment vont vivre les gens, comment est-ce qu'on va les remplir, comment est-ce qu'on va réussir à faire à la fois de la mixité et des gens qui sont responsables. Bon, donc c'est passionnant parce que c'est le logement demain. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pour ces matériaux-là avoir des gens qui soient formés. Et la formation, ce n'est pas quelque chose où on est très fort. Pour avoir vu dans d'autres pays des modes de construction et des entreprises qualifiées, on sait qu'on a vraiment des marges de progression. Merci beaucoup Jean-François. À ma manière, et je ne doute pas que Laurent le fera à ma suite, je voudrais vous remercier tous. Je peux vous dire, parce que j'ai accès aux questions, mais aux observations aussi, parfois ce ne sont pas des questions, et les participants manifestent ou leur satisfaction ou l'inverse. Ils ont manifesté leur satisfaction, et là, voilà, je viens de lire un débat de grande qualité. Ben, je reprends ces mots sans les modifier. Je vous remercie tous. Vous avez été extrêmement sincère, d'une part, direct, évidemment compétent, mais ça on le savait. Ça s'adresse aussi à Jean-Paul Mattei, il n'est plus avec nous, mais je crois que c'était unanime. Laurent, je te laisse prendre congé de nos invités. Pour moi, je remercie les deux présidents de l'UNIS et de la FNAIM qui ont fait un duo sur des sujets communs. Je remercie Jean-François Buet, qui est traîné son nouveau costume de patron d'entreprise sociale pour l'habitat, et bien sûr Jean Pinsol, le patron de la Chambre des propriétaires. Et je vous donne rendez-vous dans pas très longtemps. On va s'en reparler avec Laurent, mais bon, le virtuel, ça a des défauts, puis ça a quelques qualités. On peut peut-être augmenter un peu la fréquence de nos réunions dans les mois qui viennent. Tout à fait. Écoute, on essaiera de le faire, Henri. Écoutez, merci, effectivement, merci à tous, merci à nos invités pour vos éclairages sur ce débat qui aura été animé, qui montre quand même clairement l'intérêt d'avoir ces discussions ensemble, parce que finalement, on voit bien que, et on l'a vu avec Jean-Paul Mattei, que finalement, nos sujets, nos réflexions peuvent infléchir aussi certaines décisions et peuvent avoir un impact sur la loi. On espère qu'elles en auront en tout cas, et j'espère qu'on sera écouté. Voilà, en tout cas, un grand merci à vous tous. Un grand merci à toi, Henri, cofondateur du club, mais aussi pour ton expertise reconnue sur le logement et pour avoir mené ce débat de main de maître. Maintenant, tu commences à être connu pour ce talent, en tout cas. J'ai fait avec beaucoup de plaisir, en tout cas, ce soir, je tiens à le dire, vraiment. Ce sont des moments heureux, y compris pour l'animateur. Super. Et ça se sent. Voilà, écoutez, on espère tous vous revoir bientôt. Effectivement, on va en parler ensemble. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et à très bientôt et merci. À bientôt. À bientôt.